Poisson, professeur à l'unité de Bourges, va présenter le jury. Merci Vincent. Donc, Madame Mela, mes collègues m'ont fait l'honneur de me proposer pour présider ce jury de soutenance. Donc, on va vous laisser 45 minutes pour vous exposer vos travaux intitulés Conception et contrôle automatique d'un ombilical instrumenté pour recours sous-marin. Je vais quand même au préalable présenter les membres du jury. Alors, on va commencer avec Isabelle Grisasco, qui est professeure à l'Université de Toulon. Les deux rapporteurs de ces travaux sont M. le professeur Benoît Clément, professeur à l'Institut de Bretagne, et M. Vincent Creuse, maître de conférence APR à l'Université de Montpellier. Et puis participent bien sûr à ce jury les beaux encadrants, tous les trois de l'Université de Toulon. Donc, monsieur les professeurs Vincent Gel et monsieur le professeur Hervé Barthélemy, les deux professeurs à l'Université de Toulon, et puis notre ami Cédric Landelins, que je vais plaisir, il y a encore quelques mois, un peu plus d'un an, de participer dans son jury d'AGDR, donc maître de conférence AGDR à l'Université de Toulon. Et moi-même, Gérard Poisson, professeur à l'Université d'Orléans, site de Bourges. Voilà, donc on vous laisse 3 quarts d'heure pour Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter aussi mes travaux de thèse. Cette thèse s'est déroulée au sein de l'Université de Toulon, dans le laboratoire Cosmer, sous la co-direction de Vincent Hugel et de Hervé Barthélemy du laboratoire IM2NB, avec pour co-encadrant de M. Cédric Landelins. Cette thèse, financée par la région de PACA, a été labellisée par le pôle mer Méditerranée avec partenaires socio-économiques, l'entreprise Substitech. La robotique sous-marine a de nombreuses applications, à savoir par exemple l'inspection de pipelines, la recherche d'épaves, l'inspection des fonds marins et de la faune, par exemple. Plus particulièrement, on s'intéresse aujourd'hui à l'exploration en milieu côtier en faible profondeur. Pour cela, on utilise un système robotique composé en profondeur d'un mini-robot sous-marin, qu'on appellera ROV, et en surface d'un engin autonome appelé USB. Ces deux engins, pour la communication, sont reliés par un câble, qui peut servir aussi à relier le ROV et éventuellement aussi à transmettre l'énergie. Cependant, ce câble présente aussi des inconvénients. En effet, il est soumis à des forces de traînée et d'inertie qui sont dues d'une part au courant et d'autre part à ses déplacements dans l'eau. Il risque aussi d'entrer en collision avec le système et de frotter sur les fonds marins, ce qui gêne la vision du ROV. Il limite aussi le champ de travail du ROV et risque d'entrer en tension, ce qui pourrait stopper le ROV dans ses déplacements. Ces perturbations qui sont impliquées au câble sont transmises au ROV, ce qui impacte sa trajectoire, sa manœuvrabilité et aussi augmente sa consommation énergétique, ce qui est crucial pour un système embarqué. Il apparaît donc essentiel de gérer de façon automatique le câble qui est relié au robot sous-marin à la surface. On a donc pour objectif cette gestion automatique du câble de façon à réduire les impacts négatifs du câble sur l'Europe au cours des missions, de façon à augmenter la manœuvrabilité du ROV et à limiter la consommation énergétique du système. Pour répondre à ces objectifs, je vous propose aujourd'hui de vous présenter la solution que je vous propose pour répondre à ces objectifs, après un bref état de l'art, avec à travers une preuve de concept d'une solution de gestion automatique du câble que l'on a conçue de façon mécanique. Et ensuite, je vais vous présenter sa validation expérimentale avant une synthèse des contributions et vous la conclure sur les aspects. La problématique de la gestion du câble est bien connue en robotique sous-marine. Cependant, elle a encore peu de systèmes
solutions qui existent, et en particulier pour les robots compacts utilisés en faible profondeur. Cette gestion passe par deux aspects. Le premier est la détection du câble pour connaître sa configuration. Celle-ci peut être par vision, par une instrumentation du câble qui peut être externe ou interne. Et en deuxième lieu, une fois qu'on a détecté la configuration du câble, on peut aussi le contrôler. Ce contrôle peut être passif ou il y a d'autres systèmes plus complexes que je vais présenter par la suite. Au niveau de la détection du câble, comme je l'ai dit, le but c'est de repérer, de mesurer l'état du câble pour faciliter par la suite son contrôle. La première solution est la solution par vision, qui consiste à l'aide de caméras à détecter la forme du câble. Mais cependant, cette solution n'est pas vraiment adaptée en eau trouble, ce qui est souvent le cas dans le robotique. La deuxième solution consiste à instrumenter le câble en fixant des capteurs sur le câble, comme on peut le voir ici en haut à droite, avec des capteurs soit à base de fibre optique pour la flotte gauche, soit à base de centrales inertielles qui sont fixées le long du câble. Cependant, ces capteurs induisent une forme irrégulière le long du câble qui gêne sa maniabilité. Une autre solution consiste à intégrer des capteurs à l'intérieur du câble, par exemple les fibres optiques ici, comme on peut le voir sur les points à gauche, qui permettent d'avoir la forme du câble sur toute sa longueur. Cependant, cette solution est très coûteuse. Enfin, on a aussi une autre solution qui consiste à mesurer les efforts, la tension du câble au niveau de ses extrémités, en particulier par exemple au niveau de l'enrouleur, que l'on va détailler par la suite. Par rapport au contrôle du câble, celui-ci peut être effectué de manière passive. Par exemple, on peut rajouter des flotteurs ou des lesques sur le câble de façon à domestiquer sa forme et à gérer sa flottaison. Par exemple, ici on a à droite un système avec une bouée et un lesque qui coulissent le long du câble de façon passive pour l'aider à naviguer dans les environnements rencontrés. Cependant, le système étant passif, il a un intérêt qui est limité. Ensuite, on a de toute évidence des systèmes pour gérer la longueur du câble qui sont des enrouleurs, qui sont souvent dans les robots compacts, qui sont souvent basiques, manuels, à contrôle manuel, qui peut être parfois motorisé. On a à gauche l'enrouleur du Borov, du câble du Borov qui est manuel, et à droite par exemple l'enrouleur du robot Tortuga de Solstec, qui est motorisé mais à commande manuelle. Celui-ci peut permettre aussi de treuiller le rod et de troncaner le câble sur le temps. On a d'autres systèmes plus particuliers, plus spécifiques, comme par exemple l'enrouleur d'hélicoptère qui est utilisé pour les drones aériens et qui contrôle la tension du câble pour maintenir une tension constante. Tout comme pour l'enrouleur du ROV Ariane de l'Ifremer, qui est utilisé cette fois sous-marin. Enfin, on a aussi développé au sein du laboratoire un chose qui, lui, combine cette solution de mesure de tension pour la gestion du câble à une solution de troncanage sur le temps. Donc on a donc des enrouleurs qui sont soit assez basiques, soit dédiés à des applications très spécifiques et pas forcément pour des applications en faible profil. La dernière solution concerne les TMS, Tether Management System, qui est un module intermédiaire qui est placé entre le ROV et la surface, qui est aussi en profondeur et qui est souvent associé à un lesque dépresseur, de façon à décupler les mouvements de pilonnement du bateau en surface et à diminuer aussi la traînée du câble pour faciliter les déplacements du ROV. Cependant, ces systèmes sont très encombrants, le parcours à la photo gauche, et sont adaptés plutôt au système de grande profondeur. On a aussi des exemples où on utilise un second ROV en guise de TMS pour gérer le câble,
Comme ici, on voit l'Oceanoa, qui est un roc humanoïde, dont le câble est géré par un second roc. Je le rends en voie de la photo. Mais ce contrôle, cette commande du câble est aussi manuelle, gérée par un opérateur. On a donc des systèmes lourds réservés aux grandes profondeurs et aussi gérés manuellement pour le second roc. On a donc ce qui montre donc l'intérêt de gérer le câble de façon automatique pour les rocs en faible profondeur. Je vais maintenant vous présenter la solution que l'on envisage pour effectuer ce contrôle. Donc, dans un premier temps, il apparaît évident qu'un câble trop tendu va limiter le roc dans ses déplacements, alors qu'un câble trop lâche augmente le risque de s'accrocher, de s'en mêler et augmente la traîne. On va donc chercher à atteindre une configuration semi-tendue, comme vous pouvez voir au niveau. Le câble est ni trop tendu, ni trop lâche. C'est une configuration qui, par les premières simulations, a montré son intérêt au niveau de contrôle du câble pour limiter l'impact du câble sur le roc. Pour atteindre cette configuration semi-tendue, on doit gérer le câble de façon adaptée. Et cette gestion passe d'une part par la connaissance du besoin en longueur de câble, qui peut venir de la connaissance de la possession d'un engin par rapport à l'autre, ou par la connaissance de la sollicitation du câble par le roc lors de ses déplacements. Pour cela, on propose d'instrumenter le câble de façon à détecter cette sollicitation par l'intermédiaire d'un capteur qui donne une image de la tension du câble. Ensuite, on cherche à contrôler le câble pour atteindre cette configuration qui a été mesurée, sans engendrer de nouvelles perturbations. Au niveau des spécifications, on utilise un low roc, qui est un petit roc compact, associé à son câble phase C. Afin de gérer la longueur du câble, on place un enrouleur sur l'USB qui va délivrer le câble. Pour s'affranchir d'un éventuel contrôle du câble qui pourrait être trop brusque, on rajoute un système de compliance passive. Celui-ci introduit une déformation du câble grâce à deux flotteurs et à un lest qui sont fixés au câble et qui vont se comporter comme un système ressort amortisseur. Celui-ci est placé près du roc de façon à conserver le reste de la longueur du câble de base, voire en vie. L'originalité de ce système réside en grande partie dans l'ajout d'un capteur au niveau de la masse qui va mesurer l'image de la tension du câble par une mesure locale de la courbe. On obtient donc, comme désiré, un système capable de contrôler automatiquement la longueur du câble grâce à une connaissance de son état mesurée par le capteur de Fourier placé sur le système de compliance passive. Afin de valider cette solution, de l'évaluer et de développer différentes stratégies de commande du système, on a effectué une modélisation du système complet sous Vortex. Vortex, c'est un simulateur avec moteur physique et rendu graphique qui prend en compte tous les paramètres hydrodynamiques du système, qui prend en compte aussi un environnement sous-marin et la modélisation du câble par solide. On a donc modélisé le système complet sous Vortex, à savoir l'USB, pour l'instant statique, le roc avec son modèle de propulsion pour son contrôle, son pilotage, le câble contrôlé et le système de compliance passive. Pour la modélisation du câble, celle-ci est une partie étudiée, et prend en considération les paramètres physiques du câble raie. En particulier, on a déterminé de façon expérimentale le rayon, sa densité et la raideur en flexion et en tension du câble. Je vais détailler juste après.
Donc, pour déterminer la raideur en flexion d'un câble, on a par exemple ici le câble Tortuga, que l'on a suspendu par une extrémité, et en formant une boucle, en supprimant une masse au câble, on mesure le rayon de courbure généré par cette masse. Et en fait, on sait que la raideur est définie par, c'est ce qui lie une déformation à une force. Donc en connaissant la force de la masse et la déformation qui est due au rayon, qui est associée au rayon de courbure, on en déduit, avec l'équation ici, le coefficient de raideur en flexion du câble. On a pu vérifier cette valeur ainsi que le modèle que l'on a défini en suspendant un câble, le câble réel, et en superposant le modèle que l'on a déterminé avec le câble, avec la valeur qu'on a déterminée seulement. Donc c'est les points en bleu qui correspondent à la valeur déterminée. Et à titre de comparaison, j'ai aussi tracé en gris une courbe de câble qui serait représentée par un câble sans aucune raideur, et en rose, un câble qui serait beaucoup plus haut. On voit qu'on a une bonne cohérence entre le modèle et la réalité. Ensuite, pour la raideur en torsion, on est parti du même principe. On considère que la raideur, le coefficient de raideur est lié à une déformation et le coefficient qui lie une déformation à une force. Et donc, on a suspendu le câble entre deux extrémités et engendré une torsion par une petite plaque avec une masse. Et en mesurant donc, la valeur de la masse et de l'angle de déformation, on en déduit le coefficient de torsion du câble. Finalement, donc maintenant qu'on a un câble avec des coefficients réels mesurés sur un câble réel, en simulation, on le fixe comme pour le système réel à l'arrière gauche du robe, ce qui est important par la suite par rapport aux déviations sur les trajectoires. Et on attache le système de compliance passive que l'on a simulé par une sphère qui prenne en compte la densité des caractéristiques physiques du système qu'on a mentionné. Je vous montre rapidement le comportement du système en simulation et on va l'étudier un peu plus en détail par la suite. Donc là, c'est ce que l'on obtient en simulation sous vortex avec en haut le câble non contrôlé et en bas le câble contrôlé en configuration semi-tendue grâce au système de compliance passive. On voit ici juste à l'arrière. Donc on voit sur la vidéo du haut qu'au départ, on a beaucoup de marge de câble, ce qui forme des boucles à la surface et qui représente de façon évidente un risque d'accroche, en particulier au niveau de l'USB et en particulier s'il y a du câble par exemple. Alors qu'en bas, on voit que la longueur au câble est bien contrôlée par la longueur et adaptée à la trajectoire. La simulation a aussi permis de développer des stratégies de commande du câble. Pour cela, on a envisagé plusieurs stratégies de commande qui toutes génèrent une vitesse de rotation en fonction de l'envoleur. Le premier mode de commande envisagé est un mode de commande en boucle ouverte qui se base sur la vitesse consigne du robe. En effet, on imagine bien que lorsque le robe avance, on va avoir besoin de délivrer plus de câble, alors que lorsque le robe recule, on va avoir besoin d'enlever les câbles. Cependant, ce mode de commande ne prend pas en considération l'angle d'orientation du robe, et donc on n'est pas sûr que lorsqu'il avance à 1 mètre par seconde, par exemple, s'il avance en diagonale, peut-être qu'il n'a pas besoin de donner du câble à 1 mètre par seconde. Donc, on a développé le mode de commande basé sur le système de compliance qui se base donc sur la distance entre les flotteurs. Et cette fois, c'est un mode de commande en boucle fermée qui pilote à une distance entre les flotteurs constante. Le dernier mode de commande est un mode de commande hybride qui cumule ces deux modes de commande, à savoir la vitesse continue du robe et la distance entre les flotteurs. Et en plus de ça, la consigne d'écartement n'est plus constante, mais dépend de la vitesse du robe.
Afin de comparer les modes de commande entre eux et d'évaluer l'impact du câble sur le système, on a défini une trajectoire de référence. En simulation, le ROV est piloté en boucle fermée, en vitesse, et donc d'un mode de contrôle du câble à l'autre, on ne va pas observer de différence sur les trajectoires effectuées du ROV. Par contre, on va pouvoir observer la consommation du système par l'intermédiaire de la puissance de propulsion nécessaire à réaliser cette trajectoire. Donc pour ça, on a défini la trajectoire de référence qui est représentée en vue du dessus sur la courbe de gauche. Et pour l'asservissement, elle est associée à un asservissement en profondeur du ROV aussi, qui est représenté sur la courbe en haut à droite. On a en trait plein la trajectoire consigne et en pointillé la trajectoire réelle qui est due à cet asservissement en vitesse du ROV. Et donc, pour avoir un indicateur de performance des modes de commande, on observe la consommation du système, des propulseurs du ROV. Et là, on a tracé la consommation de ces propulseurs lorsque le ROV se déplace sur cette trajectoire sans câble. Donc ça nous sert de consommation de base. Et ensuite, on va calculer une surconsommation par rapport à ça. On trace en bleu la puissance verticale et en rouge la puissance horizontale. Verticale et horizontale. Et donc maintenant, je vous montre à nouveau les mêmes vidéos que l'on a vues juste avant, cette fois associées au tracé des forces et de la surconsommation des fibres. On voit sur les courbes violettes la norme des efforts que le câble transmet au ROV au niveau de son train d'attache. Et celle-ci, c'est cette force qui va générer une surconsommation du système, qui est tracée à nouveau en bleu pour la verticale et en rouge pour l'horizontale. On observe que pour le câble qu'on peut commander, on a une surconsommation qui est un peu plus grande que pour le câble non contrôlé. Mais ceci est en effet, comme on maintient le système en configuration semi-tendue, on a toujours une certaine tension dans le câble, contrairement au câble non contrôlé qui part avec beaucoup de mou, donc il y a une tension plus faible. Cependant, ce léger surcoût énergétique se fait au profit d'un contrôle du câble qui ne va pas être lâche et qui limite grandement le risque d'accroche. Je vais maintenant vous détailler la conception mécatronique du système, une fois qu'il a été validé en simulation. Donc, au niveau du système compliant, celui-ci est composé de 2 flotteurs et d'un lest qui sont fixés au câble. Les flotteurs sont taillés dans de la mousse ou flottaison et le lest est constitué de plomb de pêche. Le dimensionnement du système a été fait de façon à obtenir un système qui est neutre, qui ne va ni entraîner le ROV vers la surface, ni vers le fond. Pour dimensionner la raideur du système, donc la raideur est définie par le poids du lest qui s'oppose à la raideur intrinsèque du câble. On cherche à obtenir une déformation du câble qui ne va pas quitter le plan et qui va permettre d'avoir une caractéristique constante, une caractéristique monotone, du capteur de courbure qui, je le rappelle, est placé au niveau de la masse. Pour cela, on cherche à obtenir une forme de V et non une forme de goutte. On souhaite obtenir une compliance de 1 mètre et on a observé sur un câble réel qu'on obtenait la forme de V avec une distance de 20 cm minimum entre les flotteurs. On en déduit donc qu'il faut positionner les flotteurs à un élément à l'autre et on dimensionne la masse sous matelas symétrique grâce à un modèle par solideur du câble prenant en compte les paramètres réels de raideur du câble. On en déduit qu'il faut une masse de 67 grammes pour atteindre cette configuration. Au niveau du capteur de courbure, c'est une résistance variable qui est un petit capteur d'une dizaine de centimètres, assez fin,
et qui est placé juste au-dessus du câble au niveau de la masse, qui est fixé à une extrémité et qui peut coulisser dans deux autres façons sur le câble, de façon à autoriser sa déformation sur le câble. Les fils de connexion de ce capteur sont blindés pour éviter les perturbations et il est aussi isolé de l'eau grâce à une enveloppe plastique qui est soudée. On trace ici la caractéristique du capteur monté sur le système avec la résistance du capteur en fonction de la distance entre les côtés. On observe que celle-ci est bien monotone, mais non linéaire, et elle peut être associée à un modèle polynomial. On obtient donc un capteur qui est efficace pour mesurer de façon indirecte la distance entre les flotteurs, ce qui donne une image de la tension dans le câble. Au niveau de l'acquisition du capteur de courbure, celui-ci est associé à un conditionneur de type temporiseur de tension qui est acquis de façon un signal analogique sur une carte Arduino à une fréquence de 250 Hz. Ce signal est ensuite filtré de façon à obtenir une mesure lisse, plus lisse que la courbure, avec un filtre Butterworth d'ordre 2, avec une fréquence de coupure de 2 Hz. On détermine ensuite la distance entre les flotteurs grâce à la caractéristique que j'ai présentée juste avant. Et cette caractéristique va être utilisée comme donnée d'entrée de l'enroulement. Je vous présente ici le comportement du système de compliance passif avec une vidéo du système dans l'eau. Le câble n'est pas commandé sur cette vidéo et on observe la forme de V qui est bien conservée à l'arrière du ROV lorsqu'il avance et lorsqu'il tourne. On a aussi étudié le comportement de cette compliance passive en simulation. D'une part, en observant l'écartement entre les flotteurs en fonction de différentes vitesses du ROV. On a ici la courbe en haut à droite qui représente donc l'écart entre les flotteurs lorsque le ROV avance à une vitesse constante, consigne, pour 3 vitesses différentes, 0,3 mètres par seconde, 0,6 mètres par seconde et 0,8 mètres par seconde. On observe donc au départ le câble a beaucoup de mousse, il est donc resserré totalement. Lorsque le ROV commence à avancer, il s'écarte. Et ensuite, en vitesse de croisière du ROV, le câble, les flotteurs maintiennent une distance qui est plus grande que leur distance au repos et qui dépend de la vitesse du ROV. À la fin de la courbe, c'est lorsqu'on arrive en tension du câble, la distance devient maximum. Donc on en déduit que la distance entre les flotteurs, malgré la présence de mousse sur le câble, va dépendre de la vitesse du ROV. On va donc pouvoir utiliser cette information par la suite pour la commande, pour le mode de commande hybride, qui prend en considération la vitesse du ROV pour adapter la consigne d'écartement entre les flotteurs. On a aussi observé le comportement passif du système de compliance pour observer sa dynamique et sa raideur. On a tracé donc la courbe de droite en tendant le câble. Donc c'est la partie qui monte un peu saccadée puisqu'on le tire la main. Et en relâchant d'un coup le câble avec assez de mousse, on a observé le temps qu'il remet à revenir à sa configuration au repos, à savoir une vingtaine de centimètres. Et on observe qu'il met environ 5 secondes à revenir à sa position d'équilibre. Et on observe un temps de réponse d'environ 3 secondes. Au niveau de la conception de l'enrouleur, le câble est donc piloté en vitesse et entraîné par friction entre deux roues dentées pour éviter le glissement du câble. La première roue est motorisée avec un système avec un moteur à courant continu associé à un réducteur, et la deuxième roue est une roue folle qui est entraînée par friction par le câble et qui est associée à un codeur incrémental de façon à mesurer la longueur de câble. Ce codeur est de la résolution de 500 points par tour. Par ailleurs, l'anthrax entre les deux roues est réglable pour s'adapter aux mécaniques. Le contrôle de l'enrouleur se fait grâce à une carte
Arduino qui est placé en couleur et qui génère une consigne, une commande en vitesse qui est ensuite transmise au motoréducteur sous forme de tension par l'intermédiaire d'une carte d'amplification. L'alimentation vient d'une batterie. Ensuite, les roues sont entraînent l'orientation de codeur incrémental qui renvoie sa mesure à la carte et détermine donc la vitesse de façon à contrôler l'enrouleur en boucle fermée. Au niveau du contrôle bas niveau, donc, on peut piloter cet enrouleur en boucle fermée avec un asservissement en vitesse qui peut, en option, être associé à une boucle d'asservissement en position, en longueur du câble. Cette boucle d'asservissement est associée à un correcteur proportionnel, alors que l'asservissement en vitesse est constitué d'un correcteur proportionnel intégral associé à un système anti-wind-up pour éviter de saturer le coefficient intégral du correcteur. Ensuite, la commande en vitesse est bornée et lissée à l'aide d'un filtre basse-bas de premier ordre qui a une constante de temps d'environ 80 minutes, de façon à garantir un comportement souple de l'enrouleur. Au niveau des performances que l'on a observées pour le système, on observe ici la réponse à un échelon en vitesse, en haut à gauche, de consigne de 10 radians par seconde. On observe que l'enrouleur atteint très rapidement sa consigne en vitesse et est assez stable. Pour la réponse à un échelon de longueur, on voit à droite pour une longueur consigne de 10 cm, on observe que l'enrouleur met environ 700 millisecondes à atteindre cette consigne de 10 cm. On a observé une vitesse maximale de l'enrouleur de 1,4 m par seconde, sachant que la vitesse maximale du ROV est de 1,5 m par seconde, mais qu'il est généralement piloté à une vitesse bien inférieure. Par ailleurs, grâce aux données du moteur, on a déterminé que l'enrouleur a une force maximale de 35 Newton. Ceci est bien cohérent avec le comportement dynamique du ROV. En effet, si jamais l'enrouleur se bloque, le ROV pourra toujours se déplacer en tirant sur le câble, étant donné que sa puissance maximale est de 100 Newton. A l'inverse, si le ROV perd le contrôle de cet moteur, on peut toujours le treuiller grâce à l'enrouleur, puisque pour cela, il faut une force de 11 Newton pour le treuiller à faible vitesse. Par ailleurs, on a observé que la mesure de la longueur s'effectuait sans déphasage et sans glissement, et même lorsque le câble est mobile, avec une résolution de 0,3 mm. Finalement, on utilise ROS pour gérer la communication entre les différents éléments du système, à savoir l'acquisition du capteur de courbure que l'on a présenté précédemment, grâce à une carte Arduino qui est placée à droite, le contrôle bas niveau de l'enrouleur, et on rajoute entre les deux, à l'interface de ces deux blocs, la génération de commandes de l'enrouleur qui se fait grâce à l'acquisition du capteur de courbure pour générer l'enrouleur. Par ailleurs, on utilise aussi ROS pour des trajectoires préenregistrées du ROS. On a donc un système mécatronique complet, à savoir le système de confiance passive, donc le câble instrumenté et l'enrouleur, que l'on va maintenant utiliser pour effectuer une validation expérimentale du concept. Cette validation expérimentale a pour objectif d'une part de valider le modèle en simulation en comparant les résultats obtenus en simulation des résultats et et d'autre part de valider le concept de contrôle du câble, de gestion du câble. Pour cela, on a utilisé des bassins d'essai et un système de suivi de trajectoire sous-marin par caméra qui, le marqueur placé sur le câble et sur le ROV, comme on peut voir sur l'image du haut, permet d'obtenir une mesure de trajectoire spatiale du ROV, comme on peut voir sur l'image du haut.
On développe, donc on a testé en expérience différents modes de commande du câble, différents modes du câble, à savoir un câble sans contrôle mais avec un départ avec nous, un câble sans contrôle mais avec un départ tendu, et un câble avec contrôle en fonction, cette fois, de la distance entre les colonnes. À noter cette fois que la trajectoire du ROV, le ROV est contrôlé en boucle ouverte par la puissance de ces propulseurs. Donc cette fois, on va plutôt observer par la consommation du système comme moyen de comparer les différents modes de commande, mais plutôt la trajectoire réelle que le ROV effectue par rapport à cette trajectoire possible. On observe ici le comportement du système lors de la trajectoire rectiligne d'avance de recul, non contrôlé avec un départ avec le mot. On observe que le câble est effectivement assez lâche à l'arrière du ROV, et on voit aussi l'enrouleur qui ne déroule pas le câble puisque le câble. En haut, on observe l'image extraite du suivi de trajectoire qui est ici. Donc, lorsque le câble recule, on voit que les flotteurs risquent de se toucher et qu'ils risquent de se coincer dans le câble de l'orbite. Maintenant, on observe cette même trajectoire d'avance-recul du ROV avec cette fois un départ tendu du câble. On voit bien ici que le câble est tendu avec une distance entre les flotteurs qui est maximale. A l'inverse, lorsque le ROV recule, étant donné que le câble n'est pas contrôlé, il est parti tendu mais il n'est pas contrôlé, il se retrouve donc avec du lâche, trop lâche. Et là, on voit que les flotteurs brillent et se mettent sur le côté du ROV lorsqu'ils reculent, avec à nouveau un risque d'alerte. Maintenant, on observe cette trajectoire d'avance-recul toujours, mais cette fois avec un contrôle du câble. Donc on voit ici que lorsque le ROV avance, l'enrouleur déroule du câble, et on voit que la distance entre les flotteurs est bien maintenue à la distance consigne qui est d'environ 65 cm. Et lorsque le ROV recule, l'enrouleur enroule le câble de façon à conserver une longueur de câble qui est bien adaptée à la trajectoire du ROV. Maintenant, pour observer de façon quantitative l'impact dans un premier temps, donc l'état du système de confiance passive, on observe la distance entre les flotteurs sur la courbe du haut et la vitesse de l'enrouleur et la longueur du câble lié en bas pour ces trois modes du câble. Départ tendu passif, départ passif et contrôle. On observe que lorsque le câble est en départ tendu, on a une saturation de la distance entre les flotteurs qui va avoir pour effet de dérouler le câble de façon passive lorsque le ROV tire sur lui. À la fin de la trajectoire, lorsque le ROV recule, la distance entre les flotteurs devient très petite pour les deux câbles en passif, donc que ce soit tendu ou non, et cela montre qu'on a un surplus de câble. À l'inverse, on voit sur la courbe en vert que la distance entre les flotteurs atteint bien sa consigne de 60 cm. Par rapport donc, à l'impact du câble sur le système, on observe cette fois la trajectoire du surréalisé par le ROV. Sur la courbe de gauche, on est censé voir, comme c'est une trajectoire d'avance-recul, on peut voir une ligne droite. Cependant, comme le câble est fixé à l'arrière-gauche du ROV, il entraîne dans tous les cas une certaine déviation, puisqu'il n'est pas fixé à 70 degrés de gravité. Et cette déviation est un peu plus faible avec le câble passif sur la courbe empirique et un peu plus grande avec le câble contrôle. Pour le câble passif tendu, la trajectoire est complètement inhérente, de droite à gauche. A l'inverse, pour la profondeur, on a un contrôle en profondeur du ROV et on observe que pour le câble contrôlé, sur la courbe en verte en haut, on a une profondeur qui est proche de la consigne, qui est quasiment tout le temps constante autour de la consigne.
avec une consigne de propulsion verticale qui est aussi, elle, habituelle et assez stable. À l'inverse du câble passif, qu'il soit tendu ou non, qui va donc avoir tendance à déstabiliser le robe en profondeur. Donc, on observe donc un léger inconvénient du contrôle du câble, ce qui est de la trajectoire dans le plan horizontal, mais à l'avantage d'une facilité pour le contrôle en profondeur. On observe maintenant le comportement du système lors de la trajectoire curviligne, qui est en forme de S, à nouveau avec le câble sans contrôle et avec le coup. Donc ici les vidéos du système. Et on voit que lorsque le robe finit sa trajectoire, il revient vers le câble, ce qui risque donc d'entrer en collision avec son câble. Lorsqu'il est passif avec un départ tendu, on voit bien que le robe peine vraiment à avancer. Le câble est tendu, la distance entre les flotteurs est maximale, et lorsqu'il tente d'effectuer sa rotation à droite, celle-ci est vraiment restreinte, alors que la rotation à gauche, pour le départ, est facilitée, étant donné que le câble a tendance à tirer sur sa gauche et donc à faciliter sa rotation. On observe aussi là qu'il y a un mauvais comportement de l'asservissement en profondeur qui est dû au comportement chaotique. Maintenant, pour le câble contrôlé avec toujours cette trajectoire curviligne, on observe ici que lorsque le robe avance, l'enrouleur déroule du câble et la longueur du câble est adaptée à la trajectoire du robe. Il effectue bien sa rotation à droite. Et maintenant, le robe a tendance à se rapprocher. Et donc, l'enrouleur enroule du câble. De façon à pouvoir maintenir la... Au niveau de la trajectoire, donc on observe à nouveau les traces du dessus effectuées par le robe. Et à droite, la mesure de l'angle, de l'orientation du robe avec son angle de lacet. En particulier, sur la première portion de la trajectoire, le robe est censé avancer en ligne droite, donc on devrait observer un angle constant à 0 sur la première portion, ce qui n'est pas le cas. On a une légère déviation avec le câble passif lâche, en violet de 19-20 degrés, et une déviation un peu plus importante sur la courbe en vert avec le câble commandé, et cette fois, la déviation est beaucoup plus importante, de quasiment 90 degrés, avec le câble tendu. Les expériences nous ont bien montré une cohérence du comportement du système avec la simulation, puisqu'on a bien observé que le câble influait sur la trajectoire du robe, et qu'une force était appliquée sur le robe, et on observe que le contrôle du câble permet bien d'atteindre la configuration semi-tendue de façon à limiter les risques d'avalanche. Maintenant, pour rappeler, faire une synthèse des contributions. Donc, on a développé une solution de gestion automatique du câble qui relie un véhicule de surface à un robe en profondeur qui est de petite taille et navigue en eau peu profonde. On a développé le concept de gestion du câble et effectué la modélisation du système de façon à obtenir une sorte de jumeau numérique du système complet sous vortex qui a été utilisé pour évaluer le comportement du système et développer des stratégies de commande. On a conçu le système mécatronique et donc on a maintenant un prototype de système qui est fonctionnel et qui a permis d'effectuer des validations expérimentales. Par ailleurs, ces travaux de recherche ont mené à plusieurs présentations lors de séminaires, de conférences et de workshops, et à la participation du concours
de vulgarisation scientifique, ma thèse en 180 semaines, ainsi qu'à la publication d'un article, et sachant qu'un autre article de revue est en cours de rédaction. Au niveau des pistes à explorer, on pourrait envisager de rajouter d'autres capteurs sur le système de compliance passive. Par exemple, on pourrait ajouter des accéléromètres ou un capteur d'élongation qui pourrait donner des informations supplémentaires sur la configuration du câble. On envisage aussi de développer des modes de commande du câble qui seraient adaptés en fonction de la mission du rover et en fonction de l'état de l'environnement, à savoir s'il y a du courant, de la houle, ce genre d'informations. Donc le rover a été associé à un USB de façon à agrandir son champ de travail et éventuellement à atteindre des zones où on ne pourrait pas atteindre sans USB. Cet USB, lui, donc il est aussi autonome et on avait développé des stratégies de pilotage du système global qui a plusieurs libertés, à savoir celui de l'USB, celui du rover et celui de la longueur de câble. Donc on aimerait développer des stratégies de pilotage du système global de façon à optimiser le comportement du système. Cette solution pourrait être utilisée, appliquée, par exemple, à la cordée de robots, comme on peut illustrer ici. Donc, il s'agit de petits robots qui sont reliés les uns aux autres par un câble. Et on pourrait associer, donc ce câble est passif entre les robots et de longueur constante, et on pourrait y associer le système de compliance passive pour mesurer l'état du câble et aider le contrôle du système. Et on envisage par ailleurs d'utiliser le système pour localiser le rover par rapport à l'USB, grâce au contrôle en longueur semi-tendue qui pourrait nous donner une information sur la distance entre le rover et l'USB. Associé à d'autres données, on pourrait avoir des idées de la position du rover par rapport à l'USB. Je vous remercie pour votre attention et d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse. Je me réjouis par avance d'entendre vos remarques et questions.